Bonjour et bienvenue donc, dans cette présentation. Alors c'est vrai que si vous êtes là, je pense que le titre vous a intéressé. Et si vous êtes là, c'est que forcément, je pense, vous faites du logiciel, ou en tout cas pour atteindre vos objectifs métiers, vous avez à faire du logiciel et du soft. Et pour faire ça, eh ben, on n'a encore pas trouvé mieux que des développeuses et des développeurs pour faire du code. Et c'est vrai que ces développeurs, on leur demande beaucoup. On leur demande, ils ont une charge cognitive énorme. On leur demande de connaître les langages de programmation, voilà, même si on est magicien, mais on leur demande de connaître des langages de programmation, de connaître des API, des SDK, de faire de l'infrastructure comme du code. Il y a énormément de choses à apprendre. Et puis on demande de faire du code sécurisé aussi, tant qu'à faire. Euh, et pour faire ça, eh ben, ils ont besoin d'être aidés. Alors, on utilise la formation, on utilise prendre le recrutement comme base pour ça. Mais ce qu'on va vous proposer dans cette présentation de 45 minutes, c'est de regarder comment l'intelligence artificielle générative, l'AWS, va pouvoir augmenter les capacités des développeuses et des développeurs, va pouvoir améliorer leurs compétences, sans toutefois les remplacer, parce que je pense qu'il y a quand même de la place pour tout ça. Donc, Roger Simon, qui est là, va jouer le rôle d'un développeur qui vient dans mon équipe. Je m'appelle Olivier Jacques, on est tous les deux d'AWS, et puis on va être aidé de Vincent Dagoury, qui est CTO d'AXA, Digital Commercial Platform, et Vincent qui va nous partager son expérience, et en tout cas tout ce que fait AXA pour améliorer l'expérience des développeurs, et aussi utiliser ce qu'on appelle des techniques de platform engineering. Mais avant tout ça, Roger, je te propose de bien poser le problème et regarder quels sont les défis pour les développeuses et les développeurs aujourd'hui. Alors en fait, donc merci Olivier de m'avoir recruté dans ton Ouais. équipe, hein, c'est un plaisir. Je sens qu'on va faire plein de choses ensemble, mais moi j'ai 6 défis un peu aujourd'hui à te présenter et à savoir en fait comment l'IA générative peut nous aider ici. Donc on sait tous qu'il y a un manque de développeurs et tu m'as trouvé, sorte de Ah, perle rare, hein, tu payé sais. assez cher, ouais, Voilà, oui, chacun. ça c'est sûr. Euh, donc du coup, l'idée c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible, d'essayer de passer le moins de temps possible sur du code qui a peu de valeur, et d'aller vraiment vers des fonctionnalités importantes pour le métier, là, Mhm. notre plateforme de B2B qu'on est en train de lancer. Donc c'est d'essayer de réduire au maximum le temps que j'ai à apprendre des nouvelles technologies, Mhm. donc à apprendre les API que l'on veut mettre en place, et puis à utiliser des bonnes pratiques. Tout ça en ayant une conscience de l'utilisation de l'open source, hein. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de librairies, tout ça. Est-ce que j'ai le droit vraiment de l'utiliser? Comment j'ai le droit d'utiliser? Donc ça, j'attends beaucoup de toi aussi là-dessus. Mhm. Et puis, tout ça, c'est... Tu sais que la sécurité, c'est mon deuxième moto, hein, si je puis dire, après le développement. Et donc, du coup, c'est comment on peut m'aider à détecter et à corriger tous ces problèmes de sécurité. Et puis, tout ça, on est des DevOps. Donc, comme tu l'as dit, you build it, you run it. Donc, c'est comment je vais l'opérer et comment je vais garantir que tout ça est bien à jour de tous les problèmes de sécurité et d'opération potentielles. Exactement. Donc, tu as beaucoup de travail. Donc, effectivement, on ne t'a pas embauché pour rien. Et je vais te rassurer. Et en fait, dans cette présentation-là, aujourd'hui, en 45 minutes, en tout cas en une demi-heure, vous allez voir plein de démos. Bonne nouvelle, pas trop de slides, plein de démos. Sur cette journée type de Roger, développeur augmenté. J'ai pas de troisième bras hein, pour l'instant, mais ça va venir. Alors, on commence. On commence. Donc en fait, moi j'ai besoin de comprendre assez rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure, de comprendre un petit peu ce qui a déjà été mis en place par ton équipe, Mhm. d'essayer de réduire le temps pour comprendre ce code. Et puis, tu m'as dit qu'il n'y avait pas vraiment de test unitaire Non. aujourd'hui sur la plateforme, donc comment je vais pouvoir en rajouter assez facilement, parce que bon, en général, c'est pas le truc le plus C'est ça. rigolo de la vie pour un développeur. Et donc, comment tu vas pouvoir m'aider, comment je vais pouvoir être aidé en fait avec l'IA générative. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, Roger vient d'arriver dans l'équipe. Je lui ai donné le repo Git de notre application. C'est un embryon de dépôt. Pour l'instant, on démarre. Et puis, il est là. Il va falloir qu'il comprenne son code. Donc, dans l'environnement de développement, dans l'IDE de Roger, dans Integrated Development Environment, que ce soit Visual Studio Code ou IntelliJ, proposer d'installer une extension d'AWS qui s'appelle l'AWS Toolkit. L'AWS Toolkit va t'amener deux fonctionnalités. Il va t'amener Amazon Q et Amazon Code Whisperer. Donc,
juste dans l'environnement direct. Il ne s'agit pas d'avoir un chat à côté ou quelque chose qui est distrayant potentiellement. C'est d'avoir un environnement qui va pouvoir aider Roger à atteindre ses objectifs. Donc une fois que tu as installé cet environnement-là, tu vas pouvoir cliquer sur l'extension. Donc ici, c'est l'extension d'Amazon Q. Et puis tu veux comprendre ce que fait ce code. Donc tu vas lui poser la question, donne-moi une description de ce que fait ce code. Et Amazon Q va te répondre. En fait, tu parles à cet assistant et Amazon Q va regarder le code de l'application, va regarder tous les fichiers que tu as clonés localement dans ton répertoire et va te dire, bah, ça c'est une application Python qui permet aux utilisateurs de créer des cases, en fait, des incidents, en utilisant une base DynamoDB. Donc Amazon Q comprend ce que fait le code et va te proposer une explication en quelques phrases, quelques mots. Et puis, bien sûr, je t'ai demandé de générer des cas de tests unitaires. Donc, pourquoi pas, encore une fois, dans un dialogue comme ça, de demander à Amazon Q de générer des cas de tests pour une fonction donnée. Et Q va te faire ça. Donc, il va te proposer plusieurs cas de tests. Donc, ce qu'on aime bien faire quand on crée des cas de tests unitaires, on va faire un cas de test unitaire, on va dire le happy path, ce qui se passe bien. Après, on va faire un cas de test unitaire où on n'a pas de données, où les données sont corrompues. Et puis, un cas de test unitaire où on n'a pas de données. Donc, Amazon Q va te proposer ces cas de test-là et tu vas pouvoir les ajouter directement dans ton code. Ça m'a l'air pas mal tout ça, déjà, c'est un bon départ. Mais en fait, très rapidement, tu vas me demander de développer une nouvelle fonctionnalité. Je ne suis pas là pour écrire des use cases de tests. De texte. Donc en fait, est-ce que si je donne une petite définition, est-ce qu'on va pouvoir m'aider à créer des nouvelles fonctionnalités? Alors c'est pas simple parce que tu es arrivé avec la base de code, donc énormément de fichiers, énormément de code. Et donc je te demande d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. D'accord, mais comment tu t'y prends? Quelles sont les étapes? Quel fichier tu dois toucher pour commencer à implémenter ce que je te demande? Donc ça, c'est quelque chose qu'on rajoute également là avec Amazon Q. Donc c'est une nouveauté, c'est disponible en pré-version. C'est ce développement de fonctionnalités. Donc avec Amazon Q, vous allez pouvoir taper toujours dans l'IDE, toujours dans le VS Code ou dans IntelliJ. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors donner un maximum d'éléments, je vais te montrer ça dans la démonstration. Et Amazon Q va te fournir un plan étape par étape de quel fichier toucher, quelle fonction changer, et potentiellement, bien sûr, ajouter les cas de test unitaires, parce que maintenant, tu ne vas plus avoir d'excuses pour oublier tes cas de test unitaires. Je suis outillé. Donc, on regarde. En fait, dans mon IDE, je suis dans VS Code, là, je lui demande /dev, et puis je lui tape exactement ce que je veux faire. Donc, juste pour ceux qui sont dans le fond, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, effectivement, vous allez pouvoir dire, dis-moi une fonction, je veux qu'elle lise des choses d'une table DynamoDB, et puis dans cette table, elle va s'appeler Voting Population. Enfin, tu donnes des détails, tu es assez verbeux, Amazon Q aime bien discuter, et il va te proposer un plan. Donc ce plan-là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est étape par étape, qui va décomposer les choses que tu vas devoir accomplir. Donc d'abord, dans application.py, tu vas commencer à importer la librairie Boto3, qui est une librairie Python pour parler avec le SDK d'AWS. Parce que tu vas vouloir écrire dans cette base de données DynamoDB. C'est sûr. Et puis Python, ça me parle. Et puis Python, ça te parle. Et puis ensuite, tu vas rajouter la route, Flask, etc. Donc il va te détailler étape par étape. Ça serait vraiment super si en plus, tu écrivais ton code. C'est pas mal. Forcément. Effectivement, Amazon Q va pouvoir t'écrire le code, en tout cas te suggérer un code qui va implémenter ce dont il a suggéré par le plan. Et pour faire ça, c'est assez simple. Il va faire ce qu'on a l'habitude de faire quand on est développeur. Il va faire un patch ou un diff. Et il va dire, voilà, là, je vais avoir besoin. Donc, c'est pour le coup, là, c'est sur le cas de test unitaire. Il va t'écrire ton test unitaire. Mais on voit aussi que ici, voilà, donc il te propose de changer deux fichiers, le app.py et le test app.py. Donc, non seulement il te propose un plan, tu vas pouvoir accepter ou pas accepter, et puis, pareil, il peut te proposer du code qui va te servir en tout cas de base pour tout ça. Alors, ça me paraît pas mal du tout, parce que ça répond vraiment à la question. Et là, de me proposer un plan qui va me dire je dois faire ça, et ensuite ça, et ensuite ça, c'est vraiment top. Mais j'ai compris, en fait, ça me va très bien, mais j'ai compris que tu avais aussi un assistant, en fait, qui pouvait t'aider à générer des suggestions de code en temps réel et tout ça. C'est vrai, c'est ça. vrai, ça? Oui, c'est vrai.
Et donc, effectivement, donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà pratiqué, qui s'appelle Amazon Code Whisperer. Et donc, Code Whisperer, c'est littéralement la traduction du souffleur de code. Donc, imaginez que sur l'épaule, là, dans l'oreille, vous avez votre assistant qui va vous aider. Et Code Whisperer peut faire plusieurs choses, mais notamment, pendant que tu tapes, il va te proposer des suggestions de code. Il va également avoir une fonctionnalité pour identifier des vulnérabilités, des problèmes de sécurité dans ton code. On va le voir tout de suite en démo. Et puis, il va aussi te dire, tu as mentionné que le code open source, j'aime le code open source, c'est du code que tu n'as pas à écrire. Ça me plaît. Par contre, ça serait bien que quand tu inclus du code open source, tu n'inclus pas du code avec une licence contaminante de type GPL qui va rendre ton code, notre code, à nous, d'entreprise, tu vas devoir le rendre disponible pour tout le monde si tu inclus du code de type GPL. Donc, il faut comprendre en conscience quelles sont les licences open source qu'on peut utiliser. Donc, je vais te montrer tout ça. D'abord, sur la génération de code. Donc, quand on est dans Visual Studio Code, dans IntelliJ, dans son IDE, alors ça existe aussi quand on est dans la console AWS, dans l'éditeur Lambda, pour ceux qui ont fait ça, dans le Jupyter Labs, il y a plusieurs endroits où on peut utiliser Code Whisperer. Amazon Code Whisperer va vous proposer du code. Alors, il ne le fait pas de façon spontanée, il va falloir le guider. Et pour faire ça, on va commencer par écrire en commentaire, voilà une fonction qui va analyser une chaîne CSV et qui va proposer donc, qui va retourner une liste tout en ignorant les lignes de commentaires qui commencent par un dièse. Donc voilà. Amazon Q, au fur et à mesure que tu tapes, Code Whisperer, va te proposer du code pour faire exactement ce que tu lui dis. Alors, ça c'est bien qu'il me génère du code. Mais on a commencé à établir un certain nombre de librairies, enfin vous, dans l'équipe, avec des patterns particuliers de customisation. Et donc, ce dont j'ai peur, c'est que le code que va me générer l'outil, en fait, il ne va pas être très adapté aux standards de l'entreprise. Donc, est-ce que, en fait, tu peux faire quelque chose? Est-ce que Code Whisperer IQ peut faire quelque chose pour que je n'ai pas à retoucher trop ce code qui a été généré automatiquement? Tu as raison. C'est pas comme si l'entreprise avait commencé à coder ou à développer des applications récemment. On a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années de patrimoine de code, je vais utiliser le vocabulaire de Vincent, qu'on veut réutiliser. Et pour faire ça, donc, on introduit également une fonctionnalité qui s'appelle Code Whisperer avec des personnalisation de code. Cette fois, vous allez pouvoir prendre vos bases de code, donc que ce soit dans github.com, gitlab.com ou dans des dépôts de code qui sont à l'intérieur, on-premise, dans votre entreprise, donc auquel cas vous allez le mettre dans S3. Vous allez pouvoir prendre ces bases de code-là et entraîner des personnalisations Code Whisperer sur ces bases de code-là. Vous pouvez avoir un thème, exemple, je sais pas, container, et vous avez toutes vos bases de code qui utilisent des containers, et puis réutiliser ça. Vous pouvez avoir un thème peut-être infrastructure as code avec du code CloudFormation, Amazon CloudFormation, ou du CDK, ou du Terraform, et puis avoir encore une fois une personnalisation qui est spécifique à ça. Et ces personnalisations-là sont privées et uniquement dans ton compte et gérées avec les droits IAM qu'on a l'habitude de connaître. Donc, on crée notre personnalisation, on pose notre code dans GitHub, dans GitLab ou dans S3, et puis on va pouvoir l'avoir dans son compte et à disposition des développeurs. Je te montre ça tout de suite. Là, je suis dans mon IDE et je choisis une personnalisation. Alors, en l'occurrence, la personnalisation que j'ai choisie ici, c'est celle par défaut. Et je vais lui demander à Code Whisperer de générer du code. Donc, pour faire ça, je commence à décrire ce que je veux, donc avec les commentaires dans ma fonction. Et puis, Code Whisperer me propose du code. Je n'ai pas tapé ce code. C'est Code Whisperer qui l'a écrit pour moi. Mais il me propose une façon d'implémenter ce que je lui dis, donc créer une fonction qui appelle AppSync avec un endpoint GraphQL. On ne va pas parler de GraphQL ou trop de code aujourd'hui. Mais ça n'utilise pas la façon dont on a l'habitude de le faire dans l'entreprise. Donc pour ça, je vais choisir une autre personnalisation, Code Whisperer. Je vais d'abord faire un petit peu de nettoyage dans mes fonctions. Et choisir une autre personnalisation. Et là, cette personnalisation-là, c'est celle que j'ai entraînée sur ma base de code à moi, en l'occurrence, là, celle d'Amazon. Et ça va me fournir, Code Whisperer va me proposer cette fois du code qui va être différent parce qu'il est entraîné sur une base de code différente, sur un patrimoine de code différent. Donc là, c'est vraiment important, c'est que cette fois, on n'est pas avec des recommandations un petit peu génériques
ou par défaut, ou entraîné sur du code open source. On est en train d'implémenter... On reconnaît bien le code de chez nous, entre guillemets. Le code de chez nous. Le code qui va bien de chez nous. Alors, donc ça, on a bien compris que là, on allait pouvoir customiser les suggestions qu'allait faire Code Whisperer et que ça va quand même pas mal nous aider dans l'écriture de code. Comme tu sais, comme j'ai dit au début, la sécurité, c'est un peu mon deuxième dada. Et j'aimerais bien qu'en fait, les outils que tu préconises là, qui m'ont l'air plutôt pas mal, en fait, ils m'aident aussi à écrire du code qui soit sécurisé. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Alors, t'as beau être développeur et pas magicien, je vais te donner quand même un petit peu, pour le coup, un petit coup de baguette magique, parce que je vais te transformer en expert un petit peu sécurité. Donc, dans l'IDE, c'est vrai que quand on fait de la sécurité, pour ceux qui sont développeuses, développeurs ou qui gèrent une équipe de développement, ce qu'on fait, c'est que généralement, il y a deux étapes. C'est où on le fait dans ce qu'on appelle les pipelines, dans la chaîne d'intégration continue, la CI/CD. On va scanner le code et on va regarder si on n'a pas des vulnérabilités à ce moment-là. Et puis, une fois que le code est déployé, on va regarder ça quand ça tourne, bien sûr, et on va vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité qui s'introduisent plus tard, une fois que le code a été déployé. Et là, on propose de déplacer la sécurité vers la gauche, de faire un shift left, c'est-à-dire la gauche, c'est le développeur ou la développeuse, et de mettre à ta disposition des scans de sécurité directement dans ton IDE. Et ça supporte plusieurs langages. Donc, vous voyez tous les langages qui sont ici, que ce soit Python, Java, JavaScript, TypeScript, etc. Il y en a quand même beaucoup. Et aussi de l'infrastructure as code. On voit CloudFormation, on voit Terraform, CDK. Et puis, ce qu'on a rajouté encore plus récemment, c'est cette capacité pour Code Whisperer de proposer des corrections quand on a détecté une vulnérabilité. Donc, je te montre ça tout de suite. Donc là, j'ai une petite fonction Python qui utilise une signature, un SHA-1, pour signer un document texte. Donc, je demande à Amazon Q de me scanner mon dépôt de code et puis regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités. C'est pas terrible, hein, SHA-1. C'est pas terrible. SHA-1, c'est pas terrible, t'es sûr? Ouais, c'est pas terrible. Ah, donc, je te fais confiance, mais je vois qu'effectivement, tu es tombé dans le piège. Donc, tu as mis cette fonction de hash, un SHA-1, on peut regarder directement dans l'IDE et Code Whisperer Amazon Q en l'occurrence, va nous montrer qu'effectivement, ça, SHA-1, c'est pas terrible, c'est pas très sécurisé, c'est connu comme étant vulnérable. Et donc, il va te proposer une correction. Et là, en l'occurrence, cette correction-là, c'est de passer de SHA-1. Alors, du coup, ouais, hop, bon, je vais revenir en arrière. Mais de passer de SHA-1 à SHA-256. Il y allait, juste à ce moment-là, il allait te proposer le changement de code. Puis je me suis dit, je vais demander à Amazon Q plutôt de me donner. Alors, c'est celle d'après. Hop là. Bon, je ne vais pas l'avoir, la démo. OK. Donc, je vais demander à Amazon Q. Il ne peut pas se déclencher. Si, ça y est, c'est parti. Donc, il refait mon scan. Il va détecter cette vulnérabilité. Puis, en fait, SHA-1, d'accord, et Amazon Q me propose, il me dit ça, c'est pas une bonne implémentation. Il me propose SHA-256, mais moi, je suis un petit peu extrémiste et je préfère que ça soit encore un petit peu plus sécurisé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus sécurisé que SHA-256? Donc, dès qu'il aura fini cet enregistrement, je vais demander à Amazon Q, mais aide-moi à corriger cette fonctionnalité-là. Et puis, je vais rentrer dans un dialogue entre moi-même et Amazon Q pour cette vulnérabilité. Voilà. Donc, plutôt que de demander de corriger directement le code, voilà. Et donc, pour faire ça, je sélectionne ma fonction, j'appuie sur mon bouton droit de la souris, j'envoie à Amazon Q, et je lui dis fixe, et donc Amazon Q va commencer à regarder le code que je lui ai envoyé, et puis il comprend qu'il y a eu une vulnérabilité qu'il a découvert juste avant. Il dit, voilà comment faire, puis il est un petit peu plus verbeux sur le contexte et sur la proposition qu'il me donne. Et moi, je lui dis, écoute, SHA-1, c'est bien, SHA-256, mais c'est quoi la fonction la plus sécurisée? Je vais être vraiment au top du top.
Et Amazon Q va regarder, va me proposer, il va me dire, ben, effectivement, il y a plusieurs façons de faire du hachage comme ça. Et notamment, il me dit que SHA-256, c'est quand même ce qui est recommandé. Il y a malgré tout un SHA-512 et puis des variantes avec du SHA-3 qui sont disponibles. Cependant, pour avoir un équilibre entre les performances et l'efficacité, il me propose de rester en SHA-256. Donc, beaucoup plus loin que juste me proposer un bout de code, on va pouvoir, discuter avec lui, lui poser des questions et ne plus aller dans Google ou dans autre chose pour chercher des informations et rester dans le contexte de mon IDE. Alors là, pour le coup, c'est vraiment super intéressant parce que ça va beaucoup plus loin qu'un simple scan qui est au milieu d'un pipeline. Ouais. Et avec une vraie proposition d'amélioration de ton code, voire de plusieurs possibilités d'améliorer ton code et de choisir ton niveau de sécurité que tu vas atteindre. Un sujet un peu connexe à la sécurité, mais c'est la compliance, c'est comment, en effet, je vais m'assurer que j'utilise bien des patterns de open source qui sont compliant avec la politique de mon entreprise. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, appliquer en fait des licences que j'ai le droit d'appliquer. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que quand on a entraîné Code Whisperer, on l'a entraîné forcément sur du code Amazon, sur du code open source. Donc, il est fort possible que vous ayez des suggestions de code qui viennent de code open source. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel vous devez être, bien sûr, hyper cautionneux, faire attention, parce que c'est un sujet très important. Et donc, avec Code Whisperer, ce qu'on vous propose, c'est que quand vous avez des suggestions de code, directement dans l'IDE, vous pouvez voir que ce bout de code-là est sous licence MIT, par exemple, sous licence GPL ou sous licence Apache, voilà, peu importe la licence open source. Donc, vous pouvez choisir en conscience si vous voulez accepter ce code-là ou pas le faire. Donc ça, c'est au niveau de l'environnement du développeur. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça va me permettre de prendre en effet le code ou pas, si c'est compliant ou pas avec la politique de mon entreprise. Mais tu sais, en fait, moi, comme développeur, finalement, je passe quand même pas mal de temps avec des outils en ligne de commande, pour faire du déploiement en particulier. Et donc, du coup, est-ce que tu peux encore faire quelque chose pour moi? On va essayer, parce que franchement, j'ai besoin que tu sois efficace. Je suis un peu, tu sais, je suis un peu feignant, donc si tu peux m'aider un petit peu, mais je serai plus efficace. Pas de valeur de jugement. Donc, effectivement, alors, on passe beaucoup de temps non seulement dans l'IDE, mais on passe aussi beaucoup de temps dans la ligne de commande. Et pour ça, donc, on a rajouté Code Whisperer pour la ligne de commande. Vous avez maintenant une IA générative qui va vous assister dans la ligne de commande directement quand vous tapez. Donc, je vous montre, il y a deux exemples ici. Mais ce que vous avez à retenir, c'est que c'est disponible maintenant pour Mac, ça arrive pour Windows certainement. Vous allez avoir de l'autocomplétion, bien sûr, pour plus de 500 CLI. Et ce n'est pas que de l'autocomplétion. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, dans cet exemple-là, effectivement, je suis dans mon terminal et puis je commence à taper. Et donc là, je vais avoir des suggestions. Donc, ça ressemble à de l'autocomplétion, sauf qu'en fait, cette autocomplétion-là, elle est contextualisée par rapport à ce que vous avez fait avant, par rapport au répertoire dans lequel vous êtes, et par rapport à votre contexte. Donc là, par exemple, pour faire je me souviens jamais des commandes Git, pour faire mon commit, mon push, etc. Alors, ça, c'est un peu simple, mais quand on fait du rebase, enfin, vous connaissez. Donc, c'est compliqué, mais là, vous allez pouvoir avoir une assistance pour faire ça dans votre contexte. Et pas que. En utilisant donc une autre ligne de commande qui s'appelle Q, cette fois, vous allez pouvoir exprimer en langage naturel. Donc là, l'exemple, c'est je veux copier les fichiers du répertoire dans lequel je suis et les téléverser dans un bucket S3. Vous allez taper finalement ce que vous voulez faire et Amazon Q, ici, va vous proposer une ligne de commande qui va implémenter ce que vous voulez faire. C'est plutôt un exemple simple. Il y a des exemples un peu plus compliqués. Si vous pratiquez la ligne de commande AWS, pour laquelle, par exemple, vous voulez lister toutes les instances EC2 qui ont un tag X et puis un autre tag Y, et ben ça utilise des filtres. C'est tout à fait possible, sauf que pour le faire, il faut un petit peu lire le manuel, quoi. Et donc là, vous allez pouvoir avoir une assistance pour la ligne de commande AWS, mais pas que, pour les 500 autres lignes de commande possibles.
Ok, alors tout ça, ça me paraît vraiment phénoménal et je vais pouvoir améliorer ma productivité. Je ne suis pas que feignant, hein, je peux être très productif en fait, et tu le sais très bien. Mais tout ça, j'ai peur un peu de perdre beaucoup de temps dans tous ces nouveaux outils. Est-ce que moi, en tant que développeur, je vais pas trop passer trop de temps et finalement perdre un petit peu en productivité? Ouais. Et je pense que toi, en tant que manager, tu as envie de savoir en fait, comment sont utilisés ces outils et est-ce Je veux que ça que soit efficace. et voilà Soyons et que clairs. ça soit vraiment efficace. Voilà. Donc effectivement, au niveau, c'est quelque chose que vous gérez dans la console AWS. Donc vous pouvez gérer déjà qui rend à qui disponible Code Whisperer ou Amazon Q. Puis vous pouvez gérer si ce fameux code open source là, vous pouvez gérer si vous le filtrez ou si vous le filtrez pas. Donc c'est quelque chose que vous pouvez gérer de façon centrale. Et puis ensuite, tu as mentionné des métriques et on aime les points de données. Donc vous allez pouvoir voir ce qui est disponible, en tout cas comment comment Amazon Q est efficace pour votre développeur, le taux d'acceptance des suggestions de code, le nombre de suggestions de code, le nombre de lignes de code qui ont été suggérées par Amazon Q. Voilà, donc on vous a fait plein de démos. Maintenant, on va passer le micro à Vincent, et Vincent va nous parler donc de tout ce que fait AXA DCP pour l'expérience des développeurs et améliorer, voilà, augmenter les développeurs d'AXA. Merci pour la transition, merci pour les démos. Très belle salle vue d'ici. J'espère que vous appréciez jusque-là. La Digital Commercial Platform, c'est une initiative AXA pour répondre à une problématique assez prégnante dans un monde en multirisque et un certain nombre de défis, évidemment, pour toutes les compagnies, les entreprises que nous supportons tous les jours chez AXA. Donc c'est la première plateforme B2B, et l'intention est vraiment claire. On a déjà eu l'occasion d'en parler il y a déjà 2 ans, et maintenant on a une équipe qui est en train de construire tout cela, et notamment avec des développeuses, des développeurs, des data engineers, des data scientists qui utilisent un environnement, une landing zone sur AWS pour construire toutes ces belles solutions, cette plateforme data par ailleurs. Donc il y a énormément de choses à produire, évidemment le plus rapidement possible, parce qu'on a un marché évidemment à développer autour de tout cela. Et aujourd'hui, on est la seule plateforme à offrir une vision 360 sur l'ensemble des outils du risque, multidimensionnels, un peu par couche. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous démontrer la plateforme elle-même. Il va falloir attendre un tout petit peu pour ça, dans les quelques semaines, si vous continuez à nous suivre. Mais l'idée, en tout cas, en tant que CTO, c'était de proposer un plan, globalement, qui va faire que pour avoir tous ces succès devant nous, il faut les réaliser, bien évidemment. Ça ne se fait pas tout seul, il faut des développeurs, des développeuses. Mais si on peut leur donner les outils, de l'analytique aussi, sur leur expérience utilisateur, donc développeur, utilisateur, une persona qu'on oublie parfois, ce serait quand même beaucoup mieux parce que finalement, moi en tant que CTO, mon premier client, c'est le développeur, c'est la développeuse, de sorte que l'on puisse créer tous ces différents produits. Donc sur le contexte, qu'est-ce qu'on sert ? On sert un environnement qui devient en mode polycrise. C'est un nom un petit peu barbare, mais qui essaie d'exprimer le fait qu'effectivement, quand on essaye d'évaluer avec des outils de risque scoring, alors il va y avoir un petit peu d'anglais au milieu du français, pardon, en fait, on est obligé de prendre en considération un certain nombre de risques. Par exemple, les catastrophes naturelles, par exemple, la géopolitique, par exemple, une défaillance dans la supply chain d'un des acteurs qui va servir, par exemple, une entreprise, un logisticien, par exemple, qui a des problèmes de géopolitique, une guerre quelque part dans le monde. On l'a vu avec les impacts, évidemment, sur la guerre en Ukraine, et on l'a tous constaté et vécu. Donc cet état de crise complexe, c'est très, très interconnecté, fait que c'est très difficile d'évaluer tout cela, et c'est le rôle d'AXA, d'accompagner ses clients, justement, avec un certain nombre de services, et évidemment beaucoup de data, et accélérer tout cela via une plateforme digitale, donc la Digital Commercial Platform. Quelques chiffres, parce qu'on aime ça. Le coût horaire du changement climatique pour l'économie mondiale, 16 milliards, 16 millions, 16 milliards. Millions, merci Ben, qui m'a répondu. Heureusement que j'ai Ben avec moi. La perte économique due aux catastrophes naturelles, c'est quelque chose qu'on chiffre très très régulièrement. Imaginez évidemment dans les différents engagements une entreprise a délivré ses biens et ses services auprès de leurs propres clients. Pour un assureur comme AXA, les accompagner évidemment dans les meilleures conditions, c'est absolument clé. Donc nous sommes un tiers de confiance et pour cela, il faut apporter un certain nombre de solutions.
Alors justement, ces solutions, au-delà d'être dans notre rôle d'assureur en tant que d'apporter de la protection, hein, le principe est le cœur du métier évidemment de l'assureur, l'ambition avec la Digital Commercial Platform, c'est de pouvoir aussi apporter de la prévention. Donc pas être seulement dans une position de payeur, mais aussi d'advisor quelque part, et donc d'apporter des éléments de prévention et de service en connectant notamment tout un écosystème de spécialistes, des partenaires clés pour nous, que nous dirigeons vers le client dans son contexte que nous maîtrisons, parce que nous avons justement la data. Donc toute l'idée, c'est ne pas être que payeur en tant qu'assureur, mais aussi d'apporter beaucoup plus de services et de connaissances pour une meilleure maîtrise des risques globalement pour les risk owners qui sont des clients ou nos risk managers. Donc, comprendre le risque, être en capacité de pouvoir recevoir aussi l'alerting des événements à travers le monde. On utilise beaucoup de plateformes data pour cela. Apporter des éléments de mitigation du risque, évidemment. Qu'est-ce qu'on doit faire quand quelque chose arrive? Quel est le plan que je vais préparer, que je dois présenter certainement à mon executive board en tant que risk manager dans ma société? Et puis, quel est le plan de mitigation? Qu'est-ce qui se passe après un événement? Comment je dois pouvoir excusez-moi, manager ça, évidemment, à l'échelle. Alors l'idée, c'est, aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions qui sont un peu disséminées dans un écosystème un peu complexe lui-même. Donc l'idée, c'est de rassembler finalement tout un tas d'éléments qui permettent d'amener justement cette data et ces différents services. Donc pour des rôles clés chez nous, alors il y a des rôles clés dans le monde de l'assurance B2B, hein, notamment le souscripteur, ce qu'on appelle l'underwriter. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous expliquer exactement le cœur de tous ces métiers. Ce serait pourtant passionnant. Mais le manager de claim, le manager du risque, évidemment, tout ça, c'est un certain nombre de personas qui vont pouvoir utiliser cette plateforme Digital Commercial Platform et qui elles-mêmes s'alimentent de tout un tas de données, des données géospatiales. Alors là, je vais vous demander quelques minutes d'imagination. Imaginez une vision globale du monde sur une map, un dashboard. On part du satellite et l'enjeu, c'est ce qu'on arrive à faire. Promis, un jour, je vous ferai voir. On part du satellite, on finit au niveau du sol, voire même dans un building pour faire l'établissement de la map de risque, y compris dans les murs. Donc on part vraiment de la donnée géospatiale jusqu'au digital twin du building avec de l'IoT. Parce qu'on l'a fait nous-mêmes, parce qu'on a des modèles de machine learning et d'AI qu'on utilise depuis des années et des années chez AXA, et on a encore une fois un écosystème de partenaires qui nous apporte aussi des solutions complémentaires. Alors pour pouvoir faire ça, on a besoin de développeurs. Et puis oui, you build it, you fix it, hein, effectivement. Et puis, on a aussi besoin d'équipes qui vont être en capacité de pouvoir opérer. L'idée, c'est que quelque part, on arrive à apporter beaucoup de liens, hein, beaucoup de lignes, finalement, dans tout ce processus. Et pour ça, il faut aussi détecter, bien évidemment, donc avoir beaucoup de choses, beaucoup de data, beaucoup de data qui permettent de comprendre effectivement comment finalement opérer tout cela. Mais traditionnellement, on a plutôt des gens qui développent la logique business, logique applicative, et des gens qui opèrent. Bon, évidemment, l'émergence du DevOps, etc., fait qu'on voit quand même avec le temps qu'on a du mal à scaler. Moi, ça fait plus de 10 ans ou 12 ans que je fais du cloud. Avoir du DevOps, c'est super utile, mais à un moment donné, on fait face à quelques problématiques, des frictions, parce qu'un DevOps, c'est quelqu'un qui est très expert. On en a besoin là. C'est un peu compliqué. Bref. Donc, un principe de délégation de responsabilité, et puis finalement, on est très orienté processus et contrôle, ça ralentit. On a quand même du mal, finalement, à développer cette plateforme. Donc l'idée, c'est finalement de réunir un petit peu tout ça. C'est un vœu pieux peut-être, mais finalement, ça marche parce que c'est vraiment organisationnel. Donc avec une approche plus orientée plateforme engineering, ou ingénierie de la plateforme, comme vous voulez, on va changer un tout petit peu de point de vue, notamment en apportant des outils qui va permettre d'enabler finalement l'équipe de développement applicatif et une équipe de plateforme engineer qui va permettre de réaliser justement tous ces assets, tous ces morceaux de code notamment, qui va permettre de gérer l'infra, les outils, et finalement de disséminer des bonnes pratiques, des connaissances. Et pour ça, justement, on utilise des outils qui utilisent la générative AI. Donc moins de friction, en tout cas c'est l'intention, et c'est quelque chose qu'il faut continuellement regarder. Et ça, c'est ce qui alimente d'ailleurs un des indicateurs clés de l'expérience développeur. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé de mettre au cœur de notre stratégie. Et que ça permet justement de faire émerger le possible dans le co-développement et la co-responsabilité pour une orientation plus orientée résultat et productivité. Alors moi, en tant que CTO, je suis aussi architecte, donc j'aime bien les petits diagrammes dans cette forme-là. On ne va pas évidemment aller dans tout le détail. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a effectivement des moyens, le cloud,
vaste, très vaste, dans lequel on a besoin d'un peu de guidance, donc avec certaines expertises difficiles à partager, qui coûtent cher, on l'a mentionné. Donc il faut un peu d'expertise sur tout ce qui va être DevOps, le CI/CD, tout ce qui va être autour des databases, tout ce qui va être globalement autour de l'infrastructure du cloud, bien évidemment. Et tout ça, ça doit servir finalement des fonctions clés à l'intérieur de l'architecture pour développer des API, développer des couches d'authentification, développer, et en découpant, pourquoi pas, les couches d'abstraction et d'automatisation, etc. Donc ce schéma un petit peu générique montre seulement une chose, c'est qu'on a des équipes applicatives qui vont utiliser tout un tas d'outils de plateforme au sein de la DCP, c'est ce qu'on est en train de faire, pour accélérer leur développement et de recharger un petit peu la charge cognitive que tu mentionnais tout à l'heure. Donc le principe de platform engineering réside là. Donc quelque part, on a une équipe d'enablers qui développe et maintient des outils, des building blocks, des blueprints, notamment en termes d'architecture, qui vont être utilisés par les développeurs. Alors, les différents enjeux ou objectifs qu'on pourra avoir, on l'a vu très bien avec les démos, c'est traduire du texte en code, ça on l'a vu. C'est d'accélérer la production d'un code qualitatif. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant, notamment la capacité de Code Whisperer à pouvoir s'inspirer de l'open source tout en étant et en restant conscient des risques qui sont derrière. Ce que tu mentionnais sur GPL, on est en plein dedans. Voilà. Donc avoir un assistant comme Code Whisperer, c'est absolument clé. Et Q, pour aller encore un peu plus loin, comprendre. Donc c'est aussi le développement, évidemment, d'un knowledge vachement important, évidemment. Augmenter la couverture des tests. Ah oui, effectivement. Pour pouvoir mieux partager le code, il faut livrer non seulement un code commenté, génération de commentaires, mais aussi avec des tests. Bien souvent, on comprend mieux le code avec des tests. Vous savez ça aussi bien que moi. Il y en a un que j'adore, c'est la documentation AWS plus accessible. Ce que tu mentionnais aussi. Ça commence à faire un bout de temps que je n'ai pas lu une doc AWS moi-même depuis que j'utilise Code Whisperer d'ailleurs. Vous dire si je trouve ça puissant. Puis en plus, ça permet de découvrir certains aspects dans la documentation que je trouve particulièrement intéressants. Donc quelque part, on pourrait peut-être imaginer un espèce de package de bienvenue global. Ta formation, pourquoi pas ta certification, mais utilise Code Whisperer, ça va accélérer. Moi, j'aime bien ce principe-là. Accélérer la courbe d'apprentissage, des commentaires générés automatiquement. Mine de rien, c'est pas rien. C'est ennuyeux de faire des commentaires qui ont du sens. Là, Code Whisperer peut le faire pour nous, ou Q même. Augmenter la motivation globale de l'équipe. Évidemment, quand on a des outils comme ça, quand on partage un patrimoine de code, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça aussi c'est une notion très importante. Le code, c'est une richesse. Le code, c'est un asset pour une entreprise qui est créé par les développeurs et développeuses. Et mieux partager ce patrimoine de code dans l'équipe, ça c'est absolument clé, notamment pour le succès d'un onboarding inclusif. Les jeunes, les moins jeunes, les différentes natures. Juste pour vous mentionner, la Digital Commercial Platform, on est 7 pays différents qui travaillent dans la même équipe. Voilà, quelques petits défis derrière, vous pouvez bien l'imaginer. Alors comment on utilise finalement l'ingénierie de la plateforme dans le cadre de la Digital Commercial Platform ? Sur tout un tas d'activités qu'on a un petit peu classées, sur tout ce qui est DevOps, avec l'intégration de pipeline. Nous sommes en train de tester la V2. Enfin, la V2 est arrivée, multibranche, tout ça, pour les spécialistes, vous apprécierez. On utilise beaucoup Cloud9. Ça a été un défi aussi. Comment on se connecte au cloud? C'est quoi les outils? Cloud9, en fait, tout est intégré, il y a tout. Il y a déjà le Visual Studio Code déjà installé. Évidemment, CDK et Terraform. CDK ou Terraform, on a un énorme débat là-dessus. Ça tombe bien, Code Whisperer nous permet aussi d'avoir un code plus propre. Et tout ça qui va nous permettre de gérer du code, de ce qu'on appelle nos building blocks, nos éléments d'architecture qu'on va réutiliser et mettre à disposition de nos développeurs. Des runtime et des helpers, parce qu'avec nos lambda, on est très orienté serverless. On va aussi proposer un SDK propre à la plateforme. Ça fait partie aussi de notre stratégie, toujours pour aider l'expérience développeur. J'ai quelque part un ensemble de librairies qui va me permettre de mieux loguer, de rentrer dans la nécessité de traquer certaines actions utilisateurs pour l'analytics de la plateforme ou pour le billing même. Donc tout ça, je n'ai pas envie de demander à chacun des développeurs de refaire et refaire et refaire. Donc faisons un SDK. Donc pareil, ce SDK fait partie d'un patrimoine de code que Code Whisperer peut apprendre et peut permettre justement à nos développeurs de pouvoir l'utiliser le plus efficacement possible. Voilà, vous avez vu le reste des icônes et je pense que vous connaissez AWS au moins aussi bien que moi, sinon mieux. Évidemment, on est aussi en train d'utiliser beaucoup d'outils autour de la data et notamment QuickSight, sur lequel nous attendons avec une grande impatience l'ouverture de QuickSight avec Q intégré, parce que ça aussi, on voit bien sur l'analytics la capacité à utiliser QuickSight avec du Q. Ça, c'est quelque chose qui va nous donner un gros coup d'accélérateur sur toutes les activités data engineering, data science. C'est
finalement l'exploration de la data. Dans notre cas, c'est absolument clé. Donc, quel est un petit peu notre schéma de référence et ce sera un petit peu le dernier schéma exploratoire de comment on fonctionne. Alors tout ça, c'est en train de se construire par ailleurs. Donc l'idée, c'est qu'on a bien une gestion du code source qui est gérée dans du GitHub. On a un certain nombre de modules Terraform qui font partie de notre catalogue, encore une fois, notre patrimoine de code. Comment on y accède? Évidemment, de façon tout à fait classique, mais c'est dans effectivement l'IDE que l'on va pouvoir intégrer finalement l'aide d'Amazon Q et de Code Whisperer qui va apprendre justement de cette base de code par le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure et qui va permettre encore une fois de créer cette expérience utilisateur. Donc tout ça, ça va nous permettre évidemment aussi de pouvoir booster ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec l'usage de la DCP SDK. Et ça sert finalement à un ensemble d'outils qui est cohérent dans notre cas. Et ça, c'est peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps, en dialoguant avec vos développeurs, avec vos architectes, de voir quelles choses font le plus sens. Donc ça, je reviens à la liste d'avant quelque part, c'est quels sont les éléments qui, dans votre stratégie, va vous permettre de booster quelque part la productivité. Et quand je dis la productivité, évidemment, c'est pour finalement le bien-être de chacun. Un développeur qui tourne en rond, une développeuse qui tourne en rond, qui n'arrive pas à trouver les éléments dont il a besoin, qui n'arrive pas à trouver dans la documentation les éléments qui permettent d'avoir un code efficace ou qui n'arrive pas finalement à utiliser l'API qu'on met à sa disposition, c'est forcément de la friction. Donc moi, c'est ça que je vois, en tout cas comme fort potentiel, c'est d'utiliser une base de code, y compris cet SDK qu'on est en train de développer, boosté par, quelque part, l'adoption, boostée par Code Whisperer à l'intérieur de l'IDE, donc tout à gauche, encore une fois. Alors, ce que je voulais juste mentionner d'ailleurs, c'est que les éléments d'automatisation qu'on trouve à gauche dans l'IDE, c'est une chose, c'est un élément, il ne faut pas oublier le reste, évidemment, parce que le reste de la pipeline DevOps est évidemment super importante quand il va s'agir de déployer, notamment de déployer automatiquement. Évidemment, il faut pouvoir aussi utiliser les outils classiques du DevOps. Donc, dans l'expérience développeur qui est la nôtre, celle qu'on essaie de créer, celle que nous sommes en train de mettre en place, on a donc le développeur, la développeuse, on a le business analyst aussi qui va être en capacité d'explorer la data, encore une fois assisté de Q, pour pouvoir encore une fois accélérer. Et on va avoir aussi le data scientist qui va utiliser, alors pourquoi pas, on a mis à Amazon Athena, mais quelque part un outil d'exploration de la data, et qui va lui aussi pouvoir finalement être augmenté avec notamment du SageMaker. Alors là, il faut s'imaginer un petit peu, pour ceux qui connaissent, vous voyez peut-être bien, tout ce qui est notebook à l'intérieur de SageMaker, que ce soit du SageMaker Canvas ou ce genre de choses-là, maintenant est assisté lui aussi de Q. Alors soit parce qu'on a la petite icône Q qui s'affiche et qu'on a une exploration de l'API un peu plus facilitée, encore une fois, dans la documentation, soit de plus en plus avec du code généré à l'intérieur du notebook. Donc j'ai besoin d'écrire un bout de code en Pandas ou quelque chose comme ça pour explorer ma data. Maintenant, dans un notebook SageMaker, je peux avoir l'assistance directement dans l'interface de la console, finalement. Je n'ai rien à installer sur mon poste cette fois-ci. Je n'ai même pas l'extension Visual Studio Code à installer. Cette fois-ci, c'est directement dans la console. Donc voilà, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Petite mention spéciale, je tiens à le mentionner, on a fait un choix, on est en train de finir des tests avec cette plateforme-là, mais on a fait le choix de MongoDB à l'intérieur de la plateforme. Ça tombe bien, Code Whisperer a intégré l'API MongoDB aussi. Et je pense qu'on peut s'attendre, alors j'ai rien à annoncer aujourd'hui, mais voilà, peut-être un jour on en aura plus, d'intégration comme ça, d'API un peu clés sur des standards, des softwares qu'on aime bien, que les développeurs apprécient beaucoup. Nous, c'est notre cas, en tout cas. Voilà, donc globalement, c'était l'expérience que je voulais vous partager aujourd'hui. Sachez qu'en fait, cette aventure, quelque part, elle a déjà démarré, mais elle va continuer d'accélérer. Et l'adoption de cette nouvelle façon de faire est un peu le début, même si on a fait quelques tests. Et on a vraiment énormément d'espoir de développer la meilleure expérience utilisateur pour nos développeurs. Voilà, merci beaucoup. Merci Vincent. Garde le micro. Donc, je trouve une expérience hyper intéressante et voir que quand même le persona du développeur chez AXA DCP, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai encore deux choses pour vous. Vous n'allez pas partir comme ça sans essayer vous-même Code Whisperer. Donc forcément, on a un workshop, on a un atelier que vous pouvez faire vous-même, suivre et avec vous votre propre compte et vous-même expérimenter Code Whisperer. D'accord ? Donc je ne vois pas tous les téléphones, quasiment tous, mais pas tous encore,
qui sont ouverts. Mais ça, c'est un atelier qui est hyper intéressant et c'est pas que Code Whisperer, les suggestions de code. Vous allez aussi avoir Amazon Q et vous allez voir comment utiliser les différentes fonctionnalités d'Amazon Q pour faire ça. Il y a un atelier ici, là, durant le summit, là, je crois aussi. Il y a forcément un workshop. Forcément un workshop quelque part. Et puis, la dernière chose, j'attends juste que tout le monde l'ait bien eu. Et la dernière chose, c'est qu'on apprécie toujours forcément les retours de votre part. Donc, si vous pouvez passer peut-être, hop là, je vais rater, 30 secondes à remplir le petit questionnaire, vous flashez ce code-là. Si vous avez l'application AWS Events, ça va vous emmener dans l'application. Si vous ne l'avez pas, il va falloir que vous l'installiez avant, donc tant pis. Mais ça serait vraiment, vraiment utile pour Roger et moi, et puis peut-être pour Vincent, d'avoir les retours de votre part. Merci beaucoup pour votre temps et j'espère que vous avez un bon reste du salon. Et on reste disponible pour des questions. Merci.